Il s'agit d'une radioactivité qui est notable, qui est mesurable, mais qui ne présente aucun inconvénient sur le plan de la santé publique. Seulement, on a fait tellement de catastrophisme sur le plan du nucléaire qu'on risque de déclencher des paniques. Alors je voudrais bien dire ici clairement que même pour les Scandinaves, la santé n'est absolument pas menacée. Il y a tout juste 28 ans se déroulait le plus grave accident nucléaire jamais répertorié, un accident classé au niveau 7, le plus élevé sur l'échelle internationale des événements nucléaires. C'était un 26 avril 1986 dans la centrale de Tchernobyl, à une centaine de kilomètres de Kiev, dans l'Ukraine d'aujourd'hui. Et on en parle avec Corinne Lepage. Bonjour, vous êtes présidente de CAP 21, ancienne ministre de l'Environnement. C'est à 1h23 du matin que l'alarme est donnée dans cette centrale de Tchernobyl. Une augmentation incontrôlée de la puissance du réacteur numéro 4 va conduire à la fusion du cœur, ce qui va entraîner une explosion. Chose extrêmement étonnante, la journée du 26, il ne va rien se passer. Ce n'est que le 27 que les premières évacuations vont commencer à être ordonnées. Comment vous expliquez cela ? Je pense que sur place, moi j'y étais pas, mais je pense que sur place, ils ont dû être totalement tétanisés par ce qui se passait. Et ils ont essayé de voir comment ils pouvaient colmater. Et le président Gorbatchev lui-même n'a pas été prévenu le jour même, le lendemain. Absolument, il n'en sera informé que le 27 et le 28, alors que l'alerte à la radioactivité est donnée en Suède le matin. L'AFP va commencer à s'en inquiéter, va révéler l'accident dans l'après-midi. À quel moment la France, elle, va commencer à s'en inquiéter ? J'allais vous dire jamais. À ce point-là. Je vais vous dire jamais. Alors, ce qui est vrai, c'est que lorsque le nuage est arrivé en France, parce qu'il est arrivé, bien entendu, les portiques des centrales nucléaires ont sonné. Sur le toit d'un certain nombre d'organismes qui suivaient les questions de nucléaire, ça a sonné. Et tout de suite, ordre a été donné de tout colmater et de tout cacher, de ne rien dire du tout. Voilà. Donc, c'est-à-dire que M. Pellerin, qui dirigeait à ce moment-là l'OPRI, l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, dépendant du ministère de la Santé, ça fait sourire, mais enfin, c'est ainsi. Et je dirais, toutes les autorités publiques ont décidé de mettre le boisseau sur le sujet. Et donc, d'où ce silence absolument incroyable en France par rapport à ce que j'ai pu voir, moi, ailleurs. Mais alors, en Suède et au Danemark, pourtant, les gens vont se ruer dans les pharmacies pour se procurer des tablettes d'iode. A posteriori, vous diriez que les autorités auraient dû donner je pense qu'il y a des régions en France où on aurait dû le faire. Je pense à la Corse, je pense au sud-est, et même dans certaines régions de l'Est, je pense au Jura par exemple, où il y a des taux de radioactivité importants qui ont été relevés. Mais alors, c'est absolument dramatique ce que vous dites, ça veut dire qu'on n'a pas eu les bons réflexes par peur de quoi ? De créer la panique ? Par peur de mettre en cause la filière nucléaire. Je le dis très franchement comme je le pense. La France était déjà un pays hyper nucléarisé en 1986, et le choix qui a été fait a été de dire il faut absolument présenter ce qui se passe comme un accident lié aux soviétiques et à leur organisation et de montrer que chez nous, il n'y a strictement aucun problème, que nous ne pourrions pas avoir un accident nucléaire en France, point, et que deuxièmement, nous ne sommes pas touchés par celui de Tchernobyl. Voilà. Et il se trouve que ma vie professionnelle a fait qu'à cette époque-là, j'ai pu me rendre compte de ce qui se passait ailleurs. Je vous raconte. Vous étiez avocate. J'étais avocate, je suis toujours d'ailleurs. J'étais avocate à l'époque et je défendais le Land de Sarre contre la centrale nucléaire de Cattenom qui voulait, que les Français voulaient construire à 5 km de la frontière allemande, ce que les Allemands voyaient d'un très mauvais œil. Et donc j'arrive peut-être le 28 ou le 29 à Saarbrück, où je devais rencontrer Jo Leinen, qui était le ministre de l'Environnement de la Sarre, qui me dit, écoutez, je suis désolée, c'est absolument impossible pour moi de vous recevoir parce que je m'occupe de Tchernobyl. Et donc j'ai cherché à savoir ce qu'ils faisaient en Allemagne. Donc en Allemagne, ils faisaient des choses assez simples. Interdiction de consommation des produits frais, interdiction pour les enfants de jouer dans les bacs à sable, déconseiller formellement de faire du sport et donc de respirer la radioactivité. À l'époque, j'avais un petit garçon d'un peu moins de 2 ans et donc j'ai pris les mesures que toutes les femmes françaises auraient dû pouvoir prendre.
C'est-à-dire pas de lait frais, pas de fraises, pas de salade et pas de bac à sable. C'est quand même pas très compliqué. Et je suis donc partie d'Allemagne, enfin de Sarre, pour aller rejoindre mon mari, Christian Huglot, qui était l'avocat de la province de la Hollande et de la ville d'Amsterdam. Il s'occupait de la pollution du Rhin. Et j'arrive à Schiphol et on m'accueille avec un parapluie géant, une espèce de parasol. Et bêtement, je ricane en disant vous en avez des drôles de parapluies aux Pays-Bas. Ils me disent mais madame, on vous protège de la pluie radioactive. Et lorsque je suis arrivée sur la grande place d'Amsterdam, j'ai constaté que le gouvernement ou la ville, j'en sais rien, avait mis en place 150 cabines téléphoniques dans lesquelles les gens pouvaient téléphoner pour savoir gratuitement quel était le niveau de la radioactivité. Et à ce moment-là, j'ai donc interrogé nos interlocuteurs qui s'occupaient des eaux pour savoir quel était le niveau de pollution du Rhin, de la Meuse, des fleuves qui coulaient en France. On était à des milliers de fois la normale. Et donc nous sommes rentrés avec mon mari en France et nous avons essayé de convaincre vos confrères d'en parler. Impossible. Absolument impossible. Ça a duré 1 semaine. Alors, il est vrai que je défendais les antinucléaires, donc beaucoup m'ont dit, ah bah oui, évidemment, vous êtes antinucléaire primaire, c'est pour ça que vous racontez tout ça. Je dis, ben non. Et puis le discours politique était tel qu'effectivement... C'est un mensonge d'État. C'est ce que j'allais vous demander. Vous parleriez clairement aujourd'hui d'un mensonge d'État ? Oui. Et en fait, tout le monde se rappelle de ce fameux samedi où Jean-Claude Bourret a opposé M. Pellerin à Mme Senet, mais le vendredi soir, il s'est passé quelque chose. Le vendredi soir, j'avais convaincu une de vos consoeurs de TF1, qui s'appelle Corinne Lalo, de ce qu'il fallait faire quelque chose. Et donc, elle avait été voir Jo Leinen en Allemagne, et elle s'était fait filmer sur la frontière franco-allemande avec des salades, des laitues, et un compteur Gégère. Elle avait mesuré chaque laitue, qui avait évidemment le même niveau de radioactivité d'un côté et de l'autre de la frontière, et elle avait dit, celle-là, on n'a pas le droit de la manger, celle-là, on a le droit de la manger, pourquoi ? Voilà. Et c'est ce qui avait lancé, en réalité, c'est le courage de cette journaliste qui avait lancé la polémique en France qui était interdite. Vous regrettez qu'il n'y ait pas eu de condamnation dans ce dossier ? Oui, qui aurait dû être condamné pour vous ? Écoutez, la justice s'est prononcée. Marie-Odile Berthella-Geoffroy a eu le courage de mettre en examen, me semble-t-il, à très juste titre, Pierre Pellerin pour fausses informations. Qu'on a entendu au début de cette émission. Ensuite, sa décision a été annulée puis cassée, donc il n'y a pas eu de procès. Donc voilà, le lobby... Personne n'a été condamné ? Non, absolument rien. Le lobby nucléaire a gagné en France sur toute la ligne, c'est-à-dire silence radio. Et la suite, si je puis dire, ça a été toute une entreprise de désinformation sur le thème. De toute façon, il n'y a quasiment pas eu de mort à Tchernobyl, et les conséquences de Tchernobyl, c'est pas grand-chose. Mais je peux vous dire, pour être allé 2 fois en Ukraine, depuis, puisque Tchernobyl aujourd'hui est en Ukraine, au cours de mon mandat de députée européenne, que les enfants qui vivent à Ivankov, qui est le premier district où on peut vivre, à 60 km de Tchernobyl, les enfants d'aujourd'hui sont à près de 90% considérés comme des victimes de Tchernobyl, parce qu'ils continuent à manger contaminé et à respirer contaminé. Alors moi, je veux bien qu'on vienne nous raconter que tout ça n'a aucune importance. C'est absolument tragique. On a fiché en l'air la vie de milliers de gens, sans parler des milliers de liquidateurs qui sont venus pour d'abord éteindre l'incendie. Ils sont morts tout de suite, ceux-là. Il y en avait 26 qui sont morts quasiment immédiatement. Puis tous ceux qui, après, ont construit le sarcophage dans des situations absolument dramatiques. Corinne Lepage, si je vous demande de terminer cette phrase, le 26 avril 1986, c'est le jour où ? Que me répondez-vous ? Je vous réponds que c'est le jour où le nucléaire a basculé pour la première fois. Merci beaucoup, Madame Lepage, d'avoir répondu à mes questions dans le jour où l'information continue sur LCI.